Bienvenue Eric, bienvenue Brian. Je pense que nous pouvons commencer avec notre réunion d'aujourd'hui et s'il y a d'autres personnes qui arrivent plus tard, on va les demander de se présenter dans la boîte à discussion. Donc, bienvenue à la réunion de la communauté des pairs sur l'apprentissage stratégique et l'adaptation, la gestion adaptative. C'est toujours bon d'avoir des personnes qui veulent améliorer ces aspects dans leur travail. Donc, bienvenue. Avant de commencer, je tiens à vous signaler que la séance est en train d'être enregistrée et que l'interprétation est disponible vers le français. Je vous invite donc à sélectionner votre langue d'écoute préférée pour cette séance. Vous pouvez ce faire en cliquant sur le bouton Interprétation en bas de l'écran Zoom et en sélectionnant soit l'anglais, soit le français. Vous pouvez aussi choisir de mettre l'audio originel en sourdine ou de l'écouter, de l'entendre à un volume réduit. Donc, s'il vous plaît, prenez un moment pour sélectionner votre langue d'écoute préférée. Et puis, nous allons commencer avec notre réunion d'aujourd'hui. Très bien. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, présentez-vous dans la boîte à discussion avec votre nom, votre organisation, euh, l'organisation pour laquelle vous travaillez et aussi votre rôle. Et peut-être aussi là d'où vous travaillez, où vous êtes basé ou d'où vous vous connectez. Et en même temps que vous vous présentez, je vais présenter l'équipe de facilitation. Moi, je m'appelle Jenny Haddle. Je suis la conseillère senior pour la gestion adaptative pour l'activité idéale. Et je vais vous expliquer ce que c'est idéal dans quelques minutes. Je suis la co-facilitatrice de cette séance. La facilitatrice principale est Eleanor Bedford. Eleanor, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Bonjour, je m'appelle Eleanor Bedford. Je travaille avec Acute Insight et avec l'activité idéale. Et j'ai 25 ans d'expérience dans le travail humanitaire d'urgence avec le SAID, des ONG, des partenaires de mise en œuvre un peu partout dans le monde. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Merci, Jenny. Merci à vous, Eleanor. Aussi, avec nous aujourd'hui, nous avons Bella qui travaille sur la production et l'appui technique. Elle est étiquetée Ideal Tech Support et aussi Eric et Elisa d'Acute Insight qui vont suivre la boîte à discussion et s'assurer que nous captons toutes les questions que vous posez dans la boîte à discussion pendant la réunion. Maintenant, nous allons parler rapidement, ou je voulais planter le décor un tout petit peu sur la communauté des pairs pour l'apprentissage stratégique et la gestion adaptative. Peut-être il y a de nouvelles personnes parmi nous et c'est toujours une bonne idée de rafraîchir l'idée derrière cette communauté de pratique. L'activité idéale, c'est l'activité de conception de preuves de l'analyse et de l'apprentissage mené par les metteurs en œuvre est organisée par le Bureau pour l'assistance humanitaire de l'USAID. L'idée, c'est d'appuyer l'objectif du gouvernement américain de fournir ou d'améliorer la sécurité alimentaire chez les foyers, les communautés les plus vulnérables au monde et idéal, essayer de combler les lacunes dans les connaissances dans les apprentissages dans ce domaine de la sécurité alimentaire et nous assistons aussi à la mise en œuvre des activités de sécurité alimentaire d'urgence et pas d'urgence. Nous faisons beaucoup de choses. Nous appuyons aussi les partenaires de mise en œuvre pour améliorer leurs pratiques d'apprentissage et de gestion adaptative. Donc, la création de cette communauté. Nous voulons rassembler les pairs pour parler des pratiques prometteuses en manière de maintien d'un environnement d'apprentissage. La dernière réunion a visé un certain aspect de tout cela. Il y a un enregistrement de cette réunion disponible si vous n'avez
pas pu assister à la réunion, vous pouvez toujours vous rendre sur notre site web où l'enregistrement est disponible. Aujourd'hui, nous allons parler de comment nous pouvons cultiver et continuer une culture d'apprentissage au sein de nos organisations. J'ai hâte de suivre la conversation parce que les deux dames qui vont nous faire la présentation ont beaucoup d'expertise dans ce domaine. Mais avant de présenter nos intervenantes, j'aimerais entendre un peu de votre part. Nous allons faire ce que nous appelons une tempête de chat, une tempête de commentaires. Donc, je vais vous poser une question et vous allez taper vos réponses dans la boîte à discussion et vous allez taper dans la petite boîte à saisie. Et puis, quand je dis go, vous allez cliquer sur saisir et vous allez publier le chat. Donc, voilà la première question. Quel est un obstacle que vous avez rencontré dans la création d'une culture d'apprentissage? Dans votre expérience, auxquels obstacles vous vous êtes confronté dans l'établissement d'une culture d'apprentissage? Donc, tapez votre réponse et quand je vous dis Go, vous allez appuyer sur le bouton et envoyer votre commentaire dans la boîte de discussion. Je vais vous donner 1 à 2 minutes pour composer votre réponse et nous allons voir quels sont les obstacles que vous avez rencontrés dans la création d'une culture de l'apprentissage. Okay, maybe 15, 30 more seconds. Encore 15-30 secondes. Oh, Ah, Brian, trop rapide. Ça va, il n'y a pas de problème. Oui, donc l'attrition et le roulement du personnel. Donc, 1, 2, 3, go. Saisissez vos réponses. Il y a beaucoup de réponses. Je ne peux pas les lire toutes en même temps. Pas assez de personnel dédié à l'apprentissage, l'interaction avec les produits d'apprentissage et des connaissances. Les gens ont peur d'exprimer un avis, ils ont peur du jugement, oui, un peu de peur. Il faut renforcer la confiance, le roulement du staff, du personnel, aussi le temps et les espaces intentionnels pour la réflexion. Les leaders ne font pas de l'apprentissage une priorité. Vous avez mis beaucoup de réponses. Pression du temps, résistance au changement, fantastique. La rotation du personnel, vous allez déjà évoquer beaucoup de problèmes très pertinents, beaucoup des obstacles auxquels nous sommes confrontés de façon quotidienne quand nous essayons de créer une culture d'apprentissage et d'améliorer nos projets et nos activités à travers la gestion adaptative et à travers un cycle d'apprentissage actif où nous recevons toujours de nouvelles informations et nous nous adaptons en fonction de ces informations. Sans plus tarder, je donne maintenant la parole à Eleanor qui va présenter nos intervenantes et nous allons voir quelles sont les solutions qu'elles ont à nous proposer dans ce domaine. Merci beaucoup, Jenny. Oui, nous avons déjà beaucoup d'expérience dans cette salle de réunion. Même si nous parlons des obstacles, c'est une inspiration pour moi de voir toutes vos réponses. J'ai maintenant l'honneur d'inviter 2 collègues d'exception à partager leurs expériences avec vous. Mais on parle de quoi quand on parle d'une culture d'apprentissage, tout d'abord? C'est un environnement où les individus et les équipes se sentent appuyés, soutenus et peuvent apprendre en continu et améliorer le travail en continu sans peur de répercussions si les résultats ne sont pas comme prévu. Deuxièmement, une culture d'apprentissage forte facilite le processus de gestion adaptative et contribue à l'amélioration de la programmation. Le résultat est que quand les procédés, les outils sont en place pour le bon apprentissage et quand on cultive un environnement de sécurité pour le personnel peut explorer leur curiosité et partager les idées qui peuvent alimenter la prise de décision pour la gestion adaptative. Aujourd'hui, nous voulons entendre de vous toutes et de vous tous comment vous intégrez cela dans votre travail. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Florence et Cara qui vont nous parler des approches et des outils qu'ils ont utilisés dans le cadre des programmes de sécurité alimentaire. Je commence avec Florence. Elle est la responsable stratégique d'apprentissage pour Mercy Corps. Elle est aujourd'hui à Kampala
Elle est le responsable d'apprentissage, de suivi et d'évaluation. Elle a plus de 10 ans d'expérience avec ces systèmes pour les problèmes partout en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient. Je suis certaine que vous avez vu son petit journal qu'elle publie sur LinkedIn. Au cours des 4 ans, 4 ans et demi derniers, elle travaille avec des RIFSA multisectoriels, surtout en Ouganda. Mais aujourd'hui, elle travaille au niveau mondial. Elle vise le renforcement des équipes de programme, la création la production des preuves pour améliorer les impacts des programmes. Kara Rabawanarialina, pardon, je m'excuse si j'ai mal prononcé votre nom, est la responsable d'apprentissage stratégique. Elle est basée à Madagascar avec Catholic Relief Services. Elle est une professionnelle du développement international qui veut faciliter l'apprentissage organisationnel et intentionnel pour améliorer les impacts. Elle a plus de 20 ans d'années d'expérience avec la recherche de méthodes mixtes pour la conception, la mise en œuvre, la gestion des programmes itératifs, surtout en Afrique subsaharienne. Depuis 2020, elle travaille comme responsable d'apprentissage stratégique pour l'activité RIFSA de Maharo pour la CRS à Madagascar. Dans ce rôle, elle travaille avec des équipes partenaires qui utilisent des outils de CLA, de collaboration d'apprentissage et d'adaptation, dans un environnement qui utilise le co-apprentissage pour améliorer la qualité des programmes. Un grand plaisir de vous avoir tous les deux parmi nous. Alors, Florence, je commence avec vous. Comme vous avez intégré l'activité Apollo, qu'est-ce que vous avez observé sur le statut de la culture d'apprentissage au sein de cette activité et qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer cette culture? Thanks, Eleanor, Merci beaucoup, and I'm glad to Eleanor. be here. C'est une joie d'être ici avec vous et j'ai hâte de partager mes expériences et d'apprendre de toute Just l'équipe a bit of a aux background côtés de on Cara. me. Pour vous donner un peu de So contexte sur le I contexte d'apprentissage au sein de l'activité I joined the Apollo, team as a quand j'ai multimedia intégré l'équipe, j'ai specialist. commencé comme responsable de suivi et What we were d'évaluation trying to set up et was nous to essayons déjà de ensure that créer un the système system was strong enough to pour achieve renforcer le sustainable système de suivi et d'évaluation pour mieux répondre aux exigences des barres de engagement fonds and sur les retention. indicateurs, par The exemple, sur key les is rapports. that Mais nous we nous sommes rendus had set, compte a landing que point somewhere in the il middle, nous a and fallu that was un plan, really nous avions un plan d'apprentissage, mais nous ne le mettions pas en œuvre parce que actually mentioned in the chat. il y a beaucoup de défis, les mêmes défis que nous avons vus dans les réponses dans la boîte à discussion. Donc, nous avons parlé de notre volonté d'aller de l'avant sur la planification et la gestion adaptative au sein de l'activité. Nous avons choisi de allouer certaines ressources pour faciliter cela. Certaines personnes ont dit que les ressources sont souvent un facteur de limitation. Il nous faut du temps, du personnel, de la capacité technique. Oui, il faut tous ces éléments si nous voulons améliorer l'apprentissage et la gestion adaptative. J'aimerais mettre en exergue un ou deux défis auxquels nous avons été confrontés dans la création de cette culture. Nous avons vu que beaucoup de ces apprentissages ont impliqué le travail du personnel technique, mais le personnel du terrain, qui sont la plus grande partie des employés, était mis à quart de toutes ces activités. Donc, nous avons organisé des réunions de revue trimestrielles et nous avons pu rassembler seulement les gestionnaires et les leaders. L'équipe de gestion senior et l'équipe du terrain n'a pas pu participer à ces discussions. Donc, avec toute l'équipe, nous avons créé de nouvelles idées pour inviter la participation, faciliter la participation de ce personnel très, très important, le personnel du terrain, qui a beaucoup d'expertise qui sont les personnes qui interagissent avec la communauté de façon directe, de façon quotidienne. Donc, nous voulions les intégrer. Nous voulions leur donner le pouvoir de participer à la prise de décision autour de ce qu'on fait au sein de l'activité. Nous avons donc conçu des systèmes qui ont facilité la participation de ce personnel du terrain. Pour vous donner quelques exemples. Tout d'abord, nous avons réfléchi aux outils que nous pouvions créer pour standardiser tous ces apprentissages venant du terrain. Ah, Florence, pardon, il me semble que la connexion a été coupée.
Euh, désolé. Kara, I'm afraid that Florence may have dropped. Cara, j'ai peur que nous ayons perdu Florence. Go off camera. Ah, peut-être si on éteint la caméra, cela va économiser de la bande passante, mais See if Florence can join us again. voyons si nous pouvons rétablir la connexion avec Florence. Mais en attendant le rétablissement de la connexion, Cara, peut-être vous pouvez commencer avec votre partage. Je sais que vous avez développé une approche très intéressante qui s'appelle FearFest, la fête de la peur. J'adore ce nom. Donc, est-ce que vous pouvez partager avec le groupe qu'est-ce que c'est la fête de la peur et comment est-ce que vous l'avez développée? En attendant, Florence. Ah, pardon. Euh, voilà, c'est toujours une bonne idée d'allumer le micro. Merci, Eleanor, et merci, Florence. Merci à toute l'équipe de m'avoir invité ici aujourd'hui et merci à tous les participants pour votre présence. L'idée de créer une culture d'apprentissage sûre. Voilà, au sein du projet Maharo, nous avons développé des valeurs d'apprentissage. En développant tous ces outils et ces procédés, Florence en a déjà parlé, nous en avons entendu parler dans la boîte à discussion, mais nous voulons que les gens se sentent sûrs, sécurisés. Il faut créer un environnement où on peut encourir des risques, on peut oser d'avoir tort. Et nous nous focalisons sur 4 valeurs d'apprentissage clés. L'ouverture, l'honnêteté. Est-ce que vous êtes ouvert à de nouvelles choses? Est-ce que vous êtes ouvert à de nouvelles procédés, de nouveaux outils, ouvert à la collaboration qui facilite l'apprentissage? Et puis, la confiance, l'honnêteté. Donc, ces valeurs facilitent la création d'une culture d'apprentissage. Et pour nous, un autre élément, c'était de créer un environnement sûr au niveau psychologique. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié. Au début, j'ai vu des gens qui pensaient que l'apprentissage, on pensait que nous étions comme la police ou comme les auditeurs, ou on pensait qu'on voulait juste savoir, ah, est-ce que vous avez complété cet outil ou non? Mais non, ce n'est pas cela. Quand il y a un échec, il faut en tirer la leçon. Nous voulions donc changer la donne, changer la façon de voir tout cela. On voulait nous voir comme des collègues sûrs avec lesquels on peut encourir des risques et faire des fautes. C'est cela qui va créer, faciliter un environnement d'apprentissage. Et j'ai étudié d'autres organisations qui travaillent beaucoup dans l'apprentissage et la sécurité psychologique. Et j'ai lu un blog développé par Google qui organise ce qu'on appelle des forums d'anxiété. Mais en français, l'anxiété, l'angoisse, ce n'est pas une bonne connotation. Donc, j'ai changé le nom pour créer le forum de la peur, la fête de la peur. Et l'idée, c'était de créer un outil pour aider les équipes à s'ouvrir, un outil anonyme où on peut parler de ses peurs, de ses soucis. Peut-être ces soucis n'ont rien à voir avec les aspects techniques, comme Florence a évoqué, mais parfois, ah, j'ai beaucoup de travail, je n'arrive pas à passer assez de temps avec ma famille. J'ai du mal à équilibrer mon travail et ma vie personnelle, ou j'ai peur de ne pas faire assez, ou j'ai peur que je vais faire une erreur. Ces choses peuvent nous sembler comme normales, standardisées. Mais dans notre culture, ce n'est pas un problème de commettre une erreur. Et je partage toujours avec mon équipe, Thomas Edison a inventé l'ampoule d'illumination, mais il lui a fallu 1000 expériences ratées pour le faire. Donc pour nous, l'idée, c'était de créer un champ, un terrain de jeu plus égal et d'intégrer tout ça dans le programme de pays. J'ai aussi lancé une discussion autour de la sécurité psychologique lors de nos activités de réflexion. C'était un sujet qu'on a commencé à aborder à tous les niveaux, même dans les discussions en tête-à-tête avec nos collègues. Donc, même si tout cela était déjà dans le plan d'apprentissage, l'idée, c'était de construire à partir de nos valeurs d'apprentissage pour améliorer l'apprentissage au niveau quotidien. Et si vous arrivez à créer un environnement sûr au niveau psychologique, les gens vont s'ouvrir et les collègues vont être prêts à dire, ah, je ne sais pas ce que je fais, mais j'ai besoin de votre aide. Est-ce que nous pouvons collaborer? Ou cela n'a pas marché pour moi. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Et tout cela est critique et c'est
Pour nous, cette ouverture était le point de départ. Et cela va de même pour les leaders et le personnel de terrain. Merci beaucoup. Fantastique. Oui, je suis certaine que le leadership a joué un rôle critique parce que les différences de pouvoir sont toujours empêchent souvent la création d'une culture de sécurité ou de partage. Donc, Florence, je reviens vers vous. J'aimerais entendre davantage sur votre expérience initiale. Vous décriviez ce qu'il vous a fallu pour intégrer le personnel du terrain dans l'apprentissage, pour profiter de leurs connaissances et de leur expérience. Et aussi, si vous voulez éteindre la caméra pour économiser la bande passante, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Eleanor. Je m'excuse, il y avait une coupure d'électricité. Pardon. Oui, mais pour rebondir sur ce que Cara vient de dire, pour nous, nous avons commencé avec les aspects techniques parce que c'était là où il y avait la déconnexion. Nous avons développé des checklists. Tous nos coéquipiers pouvaient utiliser les mêmes checklists, des checklists pour mieux interagir avec les communautés, par exemple. Donc, nous avons standardisé la collecte des informations pour mieux alimenter nos discussions internes. Cela a facilité la facilitation rapide des pratiques encouragées. Et à ce point-là, nous pensions beaucoup à la durabilité. Cela a contribué à la durabilité. Tout cela a aidé à mieux intégrer l'équipe, mais nous nous sommes rendus compte qu'il fallait passer au-delà des outils et développer les compétences de l'équipe. Comment est-ce que nous pouvons nous assurer que tout le monde se sente autonomisé de prendre ces décisions? Donc, nous avons parlé de la décentralisation de la prise de décision. Et nous avons organisé des discussions avec l'équipe sur les facteurs de limitation. Qu'est-ce qui leur empêchait de partager ces informations? Et nous avons reçu beaucoup de bonnes informations. Les gens pensaient que les informations qu'ils avaient n'étaient pas des preuves parce que nous avons tous nos définitions différentes pour ce que c'est les preuves. Et si je n'ai pas une méthodologie très rigoureuse, je n'ai pas vous dire que j'ai pu produire des preuves concrètes. Mais nous avons pu parler avec les équipes, nous avons pu leur dire que même les observations sont une forme de collecte des données qui pourrait alimenter la prise de décision. Même si vous ne posez pas de questions, vos observations sont valides. Et donc, nous voulions traduire l'apprentissage et l'adaptation, la gestion adaptative pour le personnel du terrain et leur expliquer ce que cela veut dire au quotidien. Merci beaucoup, Florence. Vous m'avez rappelé, comme vous avez dit, les observations sont les preuves. Vous m'avez rappelé un ami, c'est quelqu'un avec lequel j'ai suivi un cours il y a 20 ans et il m'a dit, ah, c'était vous qui a dit, ce n'est pas les données anecdotiques, ce sont les anecdonées. Voilà, c'était un petit mot que j'ai inventé. Donc, oui, c'est tout comme vous avez dit, les observations aussi sont des données, sont des preuves. Maintenant, j'aimerais parler un tout petit peu de l'évolution de votre expérience comme conseillère d'apprentissage. Comment est-ce que vous avez adapté plutôt de multiples approches au fil du temps? Qu'est-ce que vous avez fait pour mettre en œuvre ces initiatives et de les rendre efficaces au fur et à mesure? Et qu'est-ce que vous avez découvert dans ce processus? Florence, vous pouvez commencer? Oui, merci beaucoup. En ce qui concerne notre évolution, nous avons commencé à faire ce que Cara a dit. Nous avons commencé à penser à la sécurité psychologique. Ce n'était pas assez de fournir un appui technique. Non, nous voulions créer, cultiver une culture au sein de l'équipe qui facilite l'engagement, qui facilite l'apport d'informations, la traduction de ces informations en action et implique aussi l'autonomisation du personnel
pour qu'ils puissent dire, voilà, je suis allé sur le terrain aujourd'hui, j'ai interagi avec les membres de la communauté, voilà ce que j'ai observé, voilà ce qu'ils m'ont dit, et donc voilà ce que je propose que nous faisons. Parce que nous voulons toujours dépendre de ce qui se passe sur le terrain. Il a fallu beaucoup d'engagement, beaucoup de discussions avec tous les coéquipiers pour mieux comprendre quelles sont leurs motivations. Qu'est-ce qui les motive de continuer dans ce travail? Et je me souviens des conversations très intéressantes avec les équipes parce que au début, je savais que tout ça était très important pour le programme. Nous voulions être un programme phare connu pour l'apprentissage et tout le monde me disait, oui, ça va, mais c'est pas moi qui va contribuer à cela. C'est à vous de le faire, n'est-ce pas? C'est votre rôle, c'est votre travail. Et je me suis dit, tiens, peut-être c'est bon, mais voilà, nous sommes une organisation d'apprentissage, il faut impliquer tout le monde, mais les gens ne savaient pas comment cela allait impacter leur travail à eux, comment cela allait les bénéficier. Donc, nous avons adopté une stratégie d'aider ces personnes à comprendre si vous collectez ces preuves, si vous les donnez à votre superviseur. Et puis, vous voulez demander quelque chose, vous voulez faire le plaidoyer pour une certaine action, une certaine augmentation, de plus de ressources pour faire ceci ou cela. Vous pouvez utiliser ces informations pour démontrer votre progrès au fil du temps. Vous pouvez montrer à votre superviseur, voilà ce que j'ai déjà fait, voilà ce que j'ai déjà vu au sein de la communauté. J'ai pu déjà faire le plaidoyer pour plus de ressources, pour aider la communauté à faire ceci, cela, pour améliorer une pratique qu'ils faisaient déjà. Donc, voilà, c'était une question de motiver les équipes à comprendre comment elles vont bénéficier de cette collecte de données et des preuves. Ce n'est pas seulement une question d'apprentissage institutionnel. Voilà une grande évolution. Il faut implanter la culture d'apprentissage au sein de toutes les équipes pour que tout le monde puisse poser des questions, partager ce qu'ils savent, partager leurs preuves, leurs informations et faire le plaidoyer pour des changements à l'avenir. Donc, voilà une grande évolution dans nos pratiques depuis le début quand nous nous sommes focalisés seulement sur le côté institutionnel. Et voilà, ce n'est pas seulement une question de bénéfices pour les programmes, mais aussi les bénéfices pour les individus au niveau professionnel et personnel. La gestion adaptative faut un leadership actif et vous avez donné le pouvoir à ces membres du personnel de devenir des leaders pour eux-mêmes. À vous, Cara, comment est-ce que les fêtes de la peur, comment sont-elles évoluées? Oui, euh, comme ma collègue a dit, il faut inviter l'engagement dans l'apprentissage. Il ne faut pas dire, il faut le faire parce qu'il faut le faire. Non. Pourquoi est-ce qu'on fait l'apprentissage? Quel est l'impact sur moi, sur vous? Et pas seulement sur les aspects techniques, parce que l'apprentissage crée et facilite l'engagement. Ce n'est pas seulement pour vous, le CLA, le SLA ou le chef de parti ou pour le SAID. Non, c'est pour nous tous, c'est pour tout le monde l'apprentissage. Et nous voulions aussi insister sur le fait que l'apprentissage, c'est quelque chose de social. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas une spécialiste qui en tire les avantages. Non, c'est quelque chose que tout le monde va faire au bénéfice de tout le monde et à chaque moment. Et pour rebondir sur ce que Florence a dit, nous sommes allés sur le terrain et nous avons développé des outils faciles, mais pas seulement pour les spécialistes ici, au sein du bureau, aussi pour les agents du terrain, le personnel du terrain qui vont dans les villages, qui parlent aux gens pour leur demander qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous faisons du bien, qu'est-ce que nous faisons qui ne marche pas. Toutes les informations qu'on peut recueillir seulement quand on va sur le terrain de façon quotidienne. Encore une fois, comme Florence a dit, il nous faut des retours sur ces outils. On les a traduits en langue malgache et on a décidé de changer l'ordre des questions. Nous nous sommes beaucoup focalisés sur les réussites et moins sur les échecs, les choses qui ne marchent pas.
Donc, nous avons dû trouver une façon créative pour inspirer cette discussion autour des échecs. Et l'espace d'apprentissage stratégique et de gestion adaptative, c'est un espace qui aime les questions. Donc, il faut toujours savoir poser la question, OK, quelque chose n'a pas marché, mais qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Il faut changer le narratif autour de l'apprentissage. Et les visites suivies euh, intégrées, une pratique que Florence fait aussi, nous a beaucoup aidé. Donc, on ne va plus agir en tant que spécialiste de l'eau, de sécurité alimentaire. On va aller parler avec un groupe de mères et travailler sur la nutrition pour les mères et les enfants. On nous a dit, ah non, c'est pas possible. Et on leur a dit, oui, vous allez le faire. Même si vous êtes un homme, vous allez le faire. Ça va être génial. Tout le monde avait peur. Personne ne voulait le faire. Mais ces activités transversales ont réduit les inhibitions, ont réduit les peurs. Et les gens se sont dit, ah, je n'ai jamais pensé à mon travail, au travail de mon collègue ou à cette crise que je n'ai jamais vue ou ah, mon Dieu, les questions du genre, je n'y ai jamais pensé. Donc, cela a ouvert les yeux à ses collègues et cela réduit la peur de l'apprentissage. Les gens ne pensaient plus, ah, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire tout seul. On s'est rendu compte que nous sommes un groupe collectif. L'idée aussi, c'était de créer des outils faciles à utiliser, ergonomiques et qui ne nécessitent pas l'invention de tout un nouveau processus. Il faut construire sur des réunions existantes, des événements existants, mais ajouter un petit outil, un petit document pour lancer ces discussions et ne pas créer une couche supplémentaire. Non, voilà ce que j'ai à vous dire. Il faut toujours partir avec la collaboration interne. Au sein de l'équipe, nous utilisons une phrase malgache qui veut dire il faut 3 pierres pour balancer la casserole. On ne peut pas le faire avec seulement 2 pierres. Nous ne pouvons pas tout faire tout seul. Il faut toutes nos contributions pour réaliser nos objectifs. Et même si on pense, ah, j'ai pas besoin de ces informations, j'ai pas besoin de travailler avec cette personne, il faut penser à l'aspect en 3D. Nous voulons tous balancer la casserole et cuisiner notre riz, donc il faut travailler ensemble et pas nous empêcher, de faire des erreurs ou même d'avoir des échecs. Merci beaucoup. Fantastic, Kara. Fantastique. Merci beaucoup, Cara. I remember back in the day when Je me we souviens, used to try to impress upon dans le candidates passé, in an office at USAID, quand je everyone travaillais au sein de was l'USAID, involved in monitoring nous evaluation. essayons de dire à tout le monde, c'est tout le Everyone monde qui est impliqué dans le suivi et l'évaluation. C'est la responsabilité de tout le monde. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de dire c'est l'apprentissage qui est la responsabilité de tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Donc, est-ce que vous avez vu un effet de boule de neige depuis que vous utilisez ces outils? Et comment est-ce que vous avez pu inviter le buy-in, l'appropriation de ces outils? Florence, à vous la parole. So Merci, I Eleanor. think one thing is we've really Une seen a chose, shift c'est que in nous terms avons of vu une évolution au niveau de la of culture planning and asking d'apprentissage questions across the et de team pose de and people questions really au sharing. sein de Because toutes nos one équipes. thing Les that gens they partagent mieux aujourd'hui ce learned qui ne marche pas et so pourquoi, it's au moins d'après eux. less, Donc, oh, I'm not doing well, or nous, I'm not les performing gens on my ne job. disent It's plus more like, oh, autant, why ah, is it happening, ça ne marche pas, je ne peux pas faire mon travail. On passe directement à la question, pourquoi est-ce que cela arrive? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et au niveau du changement de comportement, par exemple, quand il y a une activité qui ne marche pas, nous posons la question, pourquoi? Tout le monde est engagé parce qu'ils veulent savoir le pourquoi. Ils veulent savoir comment ils peuvent travailler autrement pour améliorer l'impact. Donc, au niveau de l'appropriation de ce travail, nous avons vu de plus en plus d'appropriation au sein de l'équipe. Et aujourd'hui, nous parlons beaucoup du CLA, de l'apprentissage. Dans le passé, c'était, ah oui, c'est la responsabilité à vous, c'est à vous de le faire. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle, c'est tout le monde qui comprend ce que c'est l'apprentissage, ce que c'est la gestion adaptative, comment mettre en œuvre ces approches. Les gens disent, ah oui, je vais le faire la prochaine fois. Cela m'aide dans mon secteur parce que, voilà, les gens savent qu'il faut respecter
le budget, il faut respecter les termes de référence, mais est-ce qu'on pose des questions au-delà de tout cela? Est-ce qu'on pose des questions au-delà de nos responsabilités directes? Donc, je peux vous dire aujourd'hui que nous avons plus de leaders adaptatifs dans le domaine du développement international grâce à ces conversations, grâce aux gens qui se sentent à l'aise se posant des questions. Un autre aspect, c'est qu'en tant qu'activité, nous avons dépassé ce que nous faisions au sein de notre équipe pour travailler avec les parties prenantes externes aussi. Et une histoire de réussite récente, c'est que notre activité va a conclu le 30 septembre, mais juste avant, nous avons organisé un événement d'apprentissage national qui a rassemblé des parties prenantes de différentes régions du pays et de différents secteurs. Il y avait beaucoup de même membres de la communauté qui se sont exprimés lors de cet événement d'apprentissage. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu dans le passé. Un si grand nombre de membres de la communauté qui ne font pas partie d'une ONG, par exemple, mais qui sont venus pour s'exprimer. Aussi des responsables gouvernementaux de plusieurs niveaux, le secteur privé, sont venus de différents bailleurs de fonds, pas seulement un bailleur de fonds, mais plusieurs. D'autres partenaires de financement, nous avons parlé de séquençage, le séquençage du financement dans la région. Voilà, nous avons pu créer cet environnement au sein de l'équipe et puis nous l'avons pu répliquer à un plus haut niveau. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose de très impressionnant et nous espérons que cela va continuer de réverbérer au-delà du niveau du programme. Il nous le faut si nous voulons réaliser les résultats durables que nous visons. Merci. Merci beaucoup, Florence, pour cet exemple d'un effet de boule de neige. Cara, à vous. Oui, merci beaucoup. Pour rebondir sur ce que Florence vient de dire, il faut plus de collaboration externe pour élargir notre idée d'une culture d'apprentissage vers d'autres programmes au niveau du pays, vers nos partenaires externes, vers nos partenaires de collaboration. Et aussi, nous avons organisé des événements d'apprentissage intégrés avec les acteurs gouvernementaux. Nous avons parlé de nos apprentissages et nous les avons étudiés, nous les avons partagés. Et nous pensons aussi à comment nous pouvons communiquer de différents types d'apprentissage pour de différents publics. Plus tôt cette année, nous avons organisé un événement d'apprentissage, de co-apprentissage, et puis nous voulions communiquer comment elle marche, la chaîne d'approvisionnement pour les différents produits de nutrition, pour partager ce que nous faisons au sein du programme. Donc, nous avons pu penser d'une façon différente. Aussi, le personnel technique est devenu de plus en plus confiant et partage de plus en plus avec des communautés de pratique externes. En tant que leader d'apprentissage, nous les encourageons d'une façon amicale de partager ces informations ou de les encourager à partager les apprentissages avec le monde extérieur. Donc oui, il faut fêter les réussites. On ne l'a pas fait assez dans le passé. Je pense aussi que quand on partage ces outils différents, cela ouvre une discussion sur la gestion des connaissances à un niveau plus grand. Au niveau du pays, nous développons une nouvelle stratégie, par exemple. C'est quelque chose que nous faisions déjà par le passé, mais aujourd'hui, nous avons de nouveaux outils. Nous avons plus d'élan. Les gens n'ont plus peur. Ils ont vu l'avantage. Et quand on peut aussi utiliser ces outils dans nos programmes de crise. Quand on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas, on peut adapter cela au contexte de crise qui ont des délais très courts, très focalisés. Et l'impact est différent, la structure est différente, mais on peut appliquer les apprentissages quand même. Aussi, au niveau de notre programme, nous avons
amélioré, nous avons déjà parlé des produits d'apprentissage, nous avons amélioré notre processus de partage de ces réussites. Qui est-ce qui les a développées? Qui est-ce qui les partage? Nous voulions prendre les données et les preuves, les histoires du terrain pour mettre en exergue certaines réussites, parce que ces réussites sont bonnes à partager. Moi, j'ai récemment fait une visite avec le personnel de l'USAID et quelqu'un m'a dit, ah, les histoires de réussite sont ennuyeuses. Et je me suis dit, OK, je vais réfléchir à ce commentaire. Comment est-ce qu'on peut améliorer ces histoires de réussite? Donc, j'ai travaillé avec l'équipe de communication pour rendre ces histoires plus intéressantes, mais aussi de mieux respecter la voix des personnes qui les partagent. Donc, nous avons amélioré notre processus de partage et cela invite l'enthousiasme des équipes techniques pour l'apprentissage et invite l'enthousiasme et la participation du personnel de terrain qui ne font pas toujours partie de ce processus, comme Florence a dit. Et tout cela fait partie de ce que nous faisons. L'apprentissage n'est pas seulement pour nous, c'est pour tout le monde, y compris le personnel du terrain. Merci. Thanks, Kara. Merci, Cara. I know you two might not be seeing everything in the chat, so I'm just gonna. Peut-être vous ne pouvez pas voir tout ce qu'il y a dans le chat, mais j'aimerais partager un commentaire avec vous de Lynette. Si moi, j'avais $1 pour chaque fois que j'ai entendu la phrase « Ah oui, vous êtes la responsable CLA, c'est à vous de le faire », elle serait riche. Voilà une question. Quelles approches est-ce que vous utilisez pour cultiver une culture où nos activités sont pour tout le monde et par tout le monde, d'une façon où ce n'est pas seulement une question de cocher la case sur une liste? Vous en avez déjà parlé un tout petit peu. Comment, dans votre expérience, ce genre de culture a pu s'enraciner, mais quels sont quelques autres aspects qui ont contribué à cet effet de boule de neige que vous venez de nous décrire? Yeah, that's an interesting question. Merci pour cette question intéressante, parce que ce n'est pas une question technique. J'ai beaucoup de techniques que j'utilise, ma réponse est toujours différente. Donc, je vous conseille de tester de différentes approches pour voir ce qui marche. Mais quelques approches que nous avons essayées, nous, qui ont marché, la première chose, c'est de créer un environnement sûr où tout le monde peut contribuer. Donc, encore une fois, je reviens à la sécurité psychologique. C'est primordial. Les gens devraient pouvoir participer à ces discussions difficiles et parler des échecs, parler de ce qui ne marche pas, sans avoir peur de jugement. Et deuxièmement, ça vaut mieux montrer que de décrire. On le fait déjà, mais on peut le faire de façon plus systémique. Nous voulons avoir des systèmes en place, des procédés en place pour passer à l'échelle supérieure et pour que tous les apprentissages puissent passer au programme entier. Ce n'est pas seulement quelques personnes dans un seul secteur qui vont tirer l'avantage d'un apprentissage donné. Donc, valorisez le travail que vous avez déjà fait, même si ce n'est pas forcément un apprentissage ou un travail du CLA. Il y a beaucoup de gens qui font des réflexions. Il y a beaucoup de gens qui veulent démontrer une réussite ou un échec, et nous pouvons tous en tirer la leçon. Troisièmement, pensez aux motivations. C'est très, très important. Il ne faut pas dire au personnel, ah, nous voulons que notre programme soit le meilleur ou nous voulons avoir une bonne organisation. Non. Trouvez le déclencheur concret pour ces personnes pour inviter leur participation et leur enthousiasme. Et dernière chose, et je rebondis ici sur ce que Cara a dit sur le travail avec la communication ou le suivi et l'évaluation pour valoriser les histoires de réussite et les améliorer. Moi, j'ai fait face à un défi au début parce que je fais partie de l'équipe de suivi et d'évaluation. J'ai toujours fait partie de cette équipe, mais les gens me disaient, ah voilà, non, c'est une question de suivi et d'évaluation, je ne veux pas faire ce travail, c'est à vous de travailler sur les indicateurs, sur le suivi. Vous essayez de nous obliger de faire votre travail là. Donc, il faut trouver une meilleure façon de communiquer et de dire à ces personnes, non, ici, on dépasse les données de suivi et d'évaluation. Donc, dans notre programme, nous avons eu des exemples où, avec le plan d'apprentissage,
on valorise des activités d'apprentissage qui vont au-delà de suivi d'évaluation et d'apprentissage de SEA. Ce n'est pas seulement une question d'avoir réalisé les cibles ou non. Il faut trouver des façons créatives pour engager ces équipes, pour répondre aux questions d'apprentissage que vous avez identifiées. Nous avons développé de nouvelles approches de suivi. Nous avons utilisé des histoires de changements significatifs et j'ai toujours encouragé l'équipe à me communiquer leurs observations. Faites des observations, ce sont des preuves. Et même, on peut faire une activité rapide de suivi des choses, pour des choses qu'on observe dans plusieurs contextes. Et s'il nous faut des preuves plus rigoureuses, nous pouvons les recueillir. Mais il faut commencer quelque part et tout commence avec vous. Voilà. Merci, merci beaucoup. C'est très succinct. Cara, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous avons utilisé beaucoup d'approches semblables. Dans notre expérience, nous nous focalisons sur les leaders d'apprentissage et les leaders, le leadership. Donc, quand vous avez parlé d'un effet de boule de neige, il y a un autre programme dans notre pays qui est financé par un autre bailleur de fonds, un bailleur pour la plupart privé. Ce programme nous a demandé de partager le plan d'apprentissage, les outils d'apprentissage. Est-ce que nous pouvons essayer vos approches? Voilà. Et ce qu'ils ont fait, ils ont implémenté, ils ont mis en œuvre les outils, mais ce n'était pas l'équipe de SEA, c'était le chef de parti. Et cela a démontré l'importance de cette discussion et de ces outils. Et donc, les leaders d'apprentissage qui ne sont pas forcément membres de l'équipe de SEA, c'est à ces leaders de donner l'exemple. Souvent, nous entendons des missions locales ou de l'agence. Nous entendons cela, mais il faut aussi donner l'exemple à nos coéquipiers. Nous sommes des leaders. Est-ce que nous faisons ce que nous conseillons? Est-ce que nous apprenons avec un objectif? Et comme Florence a dit, c'est à nous de démontrer que cela peut nous aider tous. Il faut partager nos apprentissages. Et un autre point, au sein de l'équipe Maharo, nous avons parlé beaucoup de l'importance de la fierté. Eh bien, en anglais, ça tombe mal peut-être, mais j'ai dit en français ou en langue malgache, « Et vantez-vous, racontez-moi votre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a marché? » Et comme Florence a dit, c'était le personnel technique qui a partagé, qui a raconté des histoires pour la première fois. Et quelqu'un m'a dit, je suis content qu'on veut apprendre davantage sur notre programme de nutrition. C'est rare qu'on veut apprendre cela. Et les gens étaient choqués, mais heureux parce que le moment était enfin venu de partager leur histoire. C'est un domaine qui est souvent ignoré, auquel on ne fait pas beaucoup d'attention. Donc oui, la reconnaissance est très importante. La reconnaissance des membres du personnel, la reconnaissance des gens qui travaillent avec les communautés de pratique, la reconnaissance devant le groupe, montrer à tout le monde que l'apprentissage est quelque chose qui est fait par tout le monde, pour tout le monde, et comment l'apprentissage peut aider avec le développement professionnel et personnel. Voilà, tous ces aspects étaient des aspects clés. Mais pour nous, la chose la plus importante, c'était le leadership. Cela a lancé l'évolution, cela a lancé les débats et cela est devenu un exemple phare pour tout le monde. Très, très bien dit. Merci beaucoup. Nous avons une autre question dans la boîte à discussion. Quelles sont les approches qui ont marché pour rassembler le SEA, le suivi et l'évaluation et aussi la résilience et les équipes et les données de tout cela? C'est une question intéressante parce que vous les deux, vous avez parlé de ce problème éternel de la perception du suivi d'évaluation et du SEA.
surtout quand on travaille dans un environnement complexe où il faut la collaboration de tout le monde et le suivi et l'évaluation pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Une très bonne question. Je peux commencer en vous disant, nous pouvons penser de l'apprentissage stratégique et la gestion adaptative sous plusieurs angles, mais pour faciliter la discussion avec les équipes, quand je parle avec mes équipes, je leur dis, il nous faut des preuves. Il faut générer des preuves. Il y a l'aspect de la génération des preuves. Il nous faut quelqu'un qui va résumer, analyser, traduire ces informations dans quelque chose qui est utilisable. Et puis, il nous faut quelqu'un qui va utiliser ces preuves pour faire quelque chose. Voilà les trois aspects. Et souvent, quand on me pose des questions autour du SEA, la communication, le genre, le suivi et l'évaluation, comme vous voulez, je repose la question, qu'est-ce que c'est le rôle que vous pouvez jouer? Quelles sont les compétences d'apprentissage que vous avez déjà ou dont vous avez besoin pour jouer le rôle d'apprentissage dans ce processus? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent générer les preuves? Tout le monde peut générer des preuves. Comme nous avons déjà dit, ce n'est pas une question d'une méthodologie très rigoureuse. Si vous pouvez faire une observation, voilà, c'est une preuve que vous pouvez fournir déjà. C'est tout le monde qui peut générer des preuves. Si on fait partie de l'équipe communication, finance, opération, comme vous voulez. Tout le monde a des informations à contribuer. Et puis, quand on passe au résumé ou à la présentation de ces données, nous savons qu'il y a des gens qui ont cette expertise d'analyse et de traduction. Donc, qui est-ce qu'il y a au sein du programme qui peut le faire? Qui est-ce qu'il y a au sein du programme qui peut faciliter les discussions pour partager ces informations synthétisées, résumées? Donc, voilà, qui est-ce qui peut le faire? Peu importe le titre, peu importe la responsabilité. Et puis, quant à l'utilisation, nous savons qui c'est qui va prendre la décision sur l'ajustement d'une approche, par exemple, sur l'allocation des ressources, sur l'allocation des ressources humaines. Il y a des gens qui détiennent ce pouvoir. Et nous voulons que ces personnes agissent les premiers pour appliquer ces preuves et ces apprentissages. Donc, au sein de l'équipe, nous avons changé la discussion. On ne dit plus, ah non, est-ce que c'est suivi évaluation? Est-ce que c'est SEA? Non. Nous posons aujourd'hui la question, où est-ce que vous pouvez contribuer? Si vous n'avez pas les capacités nécessaires d'apprentissage, nous pouvons vous aider à les renforcer, mais tout le monde a la capacité de faire des contributions significatives. Donc voilà, nous avons changé le narratif. Nous ne parlons plus de l'équipe qui est responsable, nous parlons de qui est-ce qui a les capacités, les compétences nécessaires pour que nous puissions tous travailler ensemble. Merci beaucoup, Florence. Cara, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, au sein de notre équipe, chez CRS, nous parlons beaucoup des compétences et des capacités. Et comme Florence a dit, quand nous avons creusé dans les plans d'apprentissage et leur utilité pour l'équipe et quels sont les types d'apprentissage et des informations qu'on capte, qu'on résume et qu'on utilise, il faut être très clair. On va utiliser quoi, à quel moment et pour qui. Il faut tout simplifier, mais aussi à partir de ces compétences, on peut travailler à partir des compétences et d'expertise du personnel. Qui est-ce qui est doué pour les détails ou l'analyse des données? Qui est-ce qui est très motivé? Et puis, il faut trouver des points focaux au sein de chaque équipe pour être des leaders dans ces domaines. Et c'était quelque chose de très naturel. Oui, parfois c'était difficile, mais quand on commence avec les compétences qu'on a déjà au sein de l'équipe, qui ont déjà cette volonté, cette expertise, et je ne parle pas seulement des compétences techniques. Il nous faut des gens qui sont ouverts
à l'apprentissage. Au sein de notre plan de collaboration d'apprentissage et d'adaptation, les valeurs critiques sont l'ouverture, la franchise, l'honnêteté, parce qu'il faut tout cela pour intégrer l'apprentissage dans les outils. Souvent, on ignore l'importance de ces aspects et nous voulions plutôt les valoriser et créer un environnement d'apprentissage avec des leaders d'apprentissage et en identifiant les données et les informations qui sont nécessaires où et quand et pourquoi en tant qu'équipe. Ce n'est plus la responsabilité d'une personne, c'est la responsabilité du collectif de réaliser cet objectif. Et il est très important quand nous parlons des plans d'apprentissage et même quand on parle des théories du changement, ce sont des documents très complexes. Les gens se figent, les gens ont peur, mais quand on peut décomposer ce document, quand on peut expliquer, voilà, c'est génial ce que nous faisons en tant que programme, mais qu'est-ce qu'ils font les participants? Est-ce qu'on a pu changer la vie à des participants? Il faut toujours revenir à l'objectif, à l'intention. Ça, c'est quelque chose qui a aidé les équipes à creuser dans le pourquoi d'un comportement donné, d'un changement donné, par exemple. C'est mieux d'être simple. C'est toujours une bonne idée de simplifier et aussi d'aller au rythme de l'équipe. Nous avons beaucoup réfléchi à comment on a reçu certaines idées. Voilà, si il y a une mauvaise réception, on change d'approche. On invite les retours, les commentaires de l'équipe. Est-ce que vous avez apprécié? C'est cela. Avec chaque rapport annuel, trimestriel, nous avons ces commentaires et ces retours et nous essayons de raffiner notre approche et pour améliorer les commentaires et les retours. Nous faisons attention à comment les gens veulent apprendre ensemble. Nous nous sommes rendus compte que les gens apprennent de différentes façons. Et il faut toujours essayer d'être créatif et trouver de différents outils, de différents systèmes pour les différents appreneurs, pour les garder engagés. Formidable. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de questions que j'aimerais vous poser, mais nous allons changer de vitesse un tout petit peu et nous allons faire une petite pause avec une deuxième tempête de chat. Donc, Jenny, à vous la parole. Merci, Eleanor. Merci pour cette question, cette discussion très engageante. Et peut-être vous vous souvenez, au début de la réunion, un de nos objectifs pour cet espace, c'est pour donner aux participants la capacité de partager les expériences. Donc, Cara et Florence nous ont déjà parlé de comment elles ont pu établir des cultures d'apprentissage au sein de leur programme. Nous voulons aussi entendre de votre part, vous les participants à cette réunion. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour faciliter la création d'une culture d'apprentissage? Vous pouvez lever la main et partager directement ou vous pouvez aussi taper votre réponse dans la boîte à discussion. Donc, nous voulons savoir ce que vous avez fait, vous, les participants, pour créer ou cultiver une culture d'apprentissage au sein de vos organisations ou de vos programmes. Oui, je vois une main levée. Nsikan, vous pouvez allumer le micro. Good afternoon, everyone. Oui, bonjour à toutes et à tous. Okay. My name is Nsikan Afia. Je m'appelle Nsikan Afia. I work with Je travaille the Learn to Read project. avec le projet Learn to Read, apprendre à lire. USAID funded C'est un projet financé par l'USAID. I work under Creative Associate. Et I'm the CLA advisor. je suis le and conseiller in de ICT collaboration d'apprentissage et d'adaptation. J'ai vu des commentaires plutôt autour des défis d'inviter les collègues à s'approprier de toute cette idée de CLA. Et oui, c'est un grand défi. Quand nous parlons comme cela, ça peut nous sembler facile, mais l'intégration du CLA dans la mise en œuvre de nos programmes est très difficile parce que c'est un concept tout neuf. Eh ben, ça existe depuis pas mal de temps déjà, mais dans
ce n'est pas quelque chose qui est assez nouveau coming in, I introduced pour beaucoup de monde dans le monde du développement. to see how we can Et encourage quand nous voulons activity. encourager l'apprentissage au sein du projet, il y a beaucoup de résistance. Les gens nous disent, et voilà, on ne m'a pas embauché pour faire du CLA, c'est votre responsabilité à vous. Et même quand je demande l'épreuve d'apprentissage, des leçons tirées de certaines activités, on me dit, ah non, ce n'est pas ma responsabilité, c'est à vous de faire tout cela. Donc, oui, ça a été difficile, mais nous avons eu une percée à un moment donné. Et c'était une percée grâce au chef de projet, chef de partie de notre projet. Il est tombé sur cette idée d'organiser des séances d'apprentissage où les collègues peuvent se rassembler une fois par semaine. Et au début, on nous a dit, ah non, c'est trop fréquent, c'est trop. Mais une fois par semaine, on va partager les apprentissages à partir de ce qui se passe chaque semaine. Donc, parce qu'il faut toujours vérifier l'orientation du projet en fonction des apprentissages tirés des activités clés à partir de tout ce qui passe au sein du projet. Donc, nous avons lancé ces séances de partage hebdomadaire chaque vendredi. Et au début, il y avait beaucoup de résistance. Personne ne voulait participer. Ah, c'est trop fréquent. Comment est-ce qu'on va se réunir toutes les semaines? Mais au fur et à mesure, tout le monde s'y est habitué. Et aujourd'hui, les gens ont hâte d'y participer. Et les gens m'appellent, me surnomment Monsieur Séance d'apprentissage au sein de notre programme. Et la chose positive, c'est que nous avons pu utiliser ces séances pour identifier certains défis au long de la mise en œuvre. Et ces séances nous aident à nous réorienter et à résoudre des problèmes que nous identifions. C'est aussi une opportunité pour la collaboration et pour réduire les silos. Parce que au sein d'une unité, on fait son travail, on ignore ce qu'on fait au sein d'une autre unité. Donc, ces séances sont aussi une opportunité pour le personnel, surtout le personnel opérationnel, de voir ce qu'on fait sur le terrain. Parce que quand on travaille sur le budget, on ignore souvent ce qui se passe sur le terrain. Mais lors de ces séances, les gens s'intéressent du côté technique, du côté opérationnel, du côté terrain. Donc, c'est quelque chose qui a été très positif pour nous et qui nous a aidés aussi dans d'autres aspects du CLA, de la CLA. Les gens s'intéressent aujourd'hui à d'autres aspects de la collaboration, de l'apprentissage et de l'adaptation. Les gens me disent aujourd'hui, ah, je ne savais pas que le CLA était si intéressant. Je vais y penser à l'avenir. Donc, pour développer, cultiver ce genre de culture au sein d'organisations, voilà ce que nous avons pu faire. C'est un long processus, mais nous en avons tiré beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé cette histoire. C'est fantastique. Ce qui est très intéressant dans ce que vous avez partagé, c'est que, voilà, c'est une autre approche qui fait l'écho de ce que Cara et Florence a dit, mais il me semble que vous avez pu renforcer la confiance, réduire les barrières entre les silos, entre les unités. Formidable. Merci beaucoup d'avoir partagé. Je ne veux pas trop parler parce que je vois déjà une autre main levée. J'aimerais entendre un autre exemple. Donc, Lynette, est-ce que vous voulez partager votre expérience avec nous? Oui, merci beaucoup. En effet, mon expérience est assez semblable à l'expérience que nous venons d'entendre. Mon approche pour faciliter l'apprentissage, je veux faire de l'apprentissage quelque chose d'amusant, de divertissant. Cela peut être monotone quand on parle
seulement des aspects techniques. Donc, j'ai créé ce qu'on appelle les lundis d'apprentissage. Donc, et si nous faisons quelque chose de technique, un lundi donné, si on va faire quelque chose de technique, tout le monde peut proposer aussi de faire quelque chose qui est en dehors des aspects techniques, quelque chose sur la santé mentale, sur le genre, sur quelque chose qui est plus amusant, plus intéressant. Comme cela, tout le monde se sent impliqué et tout le monde peut utiliser les séances d'apprentissage pour le développement personnel et professionnel. Et cela a été très efficace. Ça nous donne l'opportunité d'élargir le champ de notre travail. Les gens sont plus ouverts à partager. Nous pouvons apprendre du personnel. Ce n'est pas seulement le personnel qui va apprendre de notre part. Et tout comme l'intervenant précédent, nos lundis d'apprentissage sont devenus un peu une blague au sein du bureau, mais d'une façon positive. Parce que quand on tombe sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait devenir apprentissage, on dit, ah, c'est un lundi d'apprentissage. Est-ce que vous avez un lundi d'apprentissage sur moi, pour moi sur ce problème? C'est quelque chose qu'on dit au sein du projet, même les petites choses. Donc, il ne faut pas toujours être si sérieux. Nous faisons beaucoup de réunions techniques. On a parfois l'impression de gaspiller le temps, mais au lieu de gaspiller le temps, surtout un lundi, quand j'ai beaucoup à faire, j'essaie d'intégrer des informations plus intéressantes, plus larges, plus variées pour attirer l'intérêt des participants. Et ces réunions ont été adoptées par d'autres activités sœurs et ces programmes assistent à nos réunions aussi et cela nous aide à identifier des domaines de collaboration possibles à l'avenir parce que trop souvent, encore une fois, nous sommes en silo. Mais même si nous sommes dans le même bâtiment, nous travaillons quand même dans des silos, projet par projet. Donc, aujourd'hui, nous avons cet outil des lundis d'apprentissage pour faciliter la collaboration, l'apprentissage et l'adaptation comme il nous convient. Merci beaucoup. Formidable, merci beaucoup, Lynette. Et vous parlez ma langue parce que vous me parlez du divertissement. Et nous aussi, nous avons des moments de pause et de réflexion. Et je pose souvent la question, eh bien, si on ne s'amuse pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas apprendre si on ne s'amuse pas. Nous avons une dernière minute avant de redonner la parole à Eleanor, mais j'aimerais partager une technique que nous utilisons, nous, qui est une technique ludique, mais qui nous a permis de creuser dans les données que nous avons reçues dans les sondages annuels. Une technique que nous utilisons, c'est la pause et la réflexion. Et nous nous divisons dans nos équipes. Et nous donnons à chaque équipe un petit pan de données et on leur demande de créer un titre de journal, comme si c'était la une de le journal pour partager les informations les plus pertinentes au sein de ces résultats. Et puis, on partage ces titres avec le groupe entier. Et ça, c'est une technique assez ludique, assez amusante pour réfléchir à des données en tant qu'équipe. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Et je redonne maintenant la parole à Eleanor, qui va poser d'autres questions à nos intervenantes. Mais avant cela, moi, j'ai une question pour Cara que j'aimerais poser. Cara, je sais que vous m'avez dit dans le passé que c'est un défi pour vous. Vous venez d'un parcours de résilience dans le développement, mais aujourd'hui, vous travaillez avec des collègues qui viennent plutôt d'un parcours de travail dans la crise, dans les catastrophes. Mais j'aimerais savoir, comment est-ce que vous travaillez avec ces collègues pour faciliter la création d'une culture d'apprentissage quand ce n'est pas quelque chose
qui existent au sein de ce monde de travail dans la crise. Merci. Oui, merci beaucoup pour la question, Jenny. Je m'excuse, j'ai dû éteindre la caméra, la bande passante est limitée ici et je ne veux pas perdre la connexion. Oui, nous avons un autre programme, c'est un programme RIFSA, mais aussi un programme d'action en cas de crise. Au cours des 3 premières années, nous avons opéré dans un contexte de crise. Beaucoup du personnel vient de ce monde de réponse en cas d'urgence. Donc, c'était important pour nous d'identifier les opportunités d'apprentissage et, comme vous avez dit, de rendre tout cela intéressant, amusant pour le personnel et de le faire d'une façon qui démontre, oui, cela ne va pas nécessiter un effort supplémentaire. Non, cela va créer des avantages pour tout le monde. Et je pense que c'était la dernière intervenante qui a dit, si je prends 1 heure de mon temps, qu'est-ce que j'aurais pu faire pendant 7 heures? Donc, nous avons utilisé beaucoup de différents outils, les visites de suivi intégrées, etc., pour nous rendre compte, voilà, nous avons pu faire tout cela, nous n'avons pas gaspillé de notre temps et nous avons tiré beaucoup de leçons, beaucoup d'avantages. Et oui, nous essayons de rendre notre travail intéressant, engageant, amusant, et cela contribue à la réussite. Et puis, pour la question sur le personnel qui vient d'un contexte de crise, c'est le timing critique et il faut simplifier tous les outils. Pour nous, il fallait aussi ajouter un aspect éthique. Notre programme a commencé avec les apprentissages pilotes et pas avec la recherche opérationnelle. Tout premièrement, parce que nous avons commencé pendant le COVID et deuxièmement, les conseillers de recherche internationaux ne pouvaient pas venir à Madagascar. Et la qualité de ce soutien technique n'était pas au niveau nécessaire. Donc, au lieu de baisser les bras, l'équipe a dit, ah non, nous allons faire les recherches pilotes. C'est ce que nous pouvons faire, voilà, c'est ce que nous allons faire. Et cette approche était plus avantageuse pour eux parce que c'était la démonstration de l'apprentissage adaptatif, comment on peut apprendre en faisant. Il ne nous faut pas 9 modules différents. Nous travaillons avec une zone en crise où 20% des enfants sont en danger. Donc, nous allons nous focaliser sur 6 modules critiques parce que notre médecin, notre spécialiste de santé infantile nous a dit, voilà ce qui va sauver la vie à ces enfants. Donc, voilà, il faut pouvoir se focaliser sur le contexte, sur l'éthique et comment l'apprentissage peut être utile de leur point de vue à eux aussi. Voilà ce qui a été important dans notre expérience et je reçois des commentaires des équipes du terrain qui m'aident à comprendre l'implication éthique d'un contexte de crise. C'était une expérience émotionnelle pour l'équipe du terrain. Il fallait comprendre qu'il fallait faire ce qu'on pouvait faire pour sauver la vie aux participants. Et ça, c'était un apprentissage important pour nous en même temps, parce que trop souvent, ces éléments sont ignorés, surtout dans les programmes humanitaires. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Cara. Voilà, la meilleure façon pour ne pas nuire à la population, c'est avec l'apprentissage et l'adaptation en continu. Florence, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, j'ai une autre question pour vous dans la boîte de discussion. OK. Donc, Brenda pose la question, qu'est-ce qu'un projet peut faire s'il y a une partie prenante qui s'intéresse surtout aux ressources qu'elle peut recevoir et pas au renforcement des capacités? I'm trying to Hmm. is the stakeholder a part of the Est-ce que cette partie prenante, participants or people who is c'est un benefiting from the participant program? ou c'est un bénéficiaire? Sorry, it's not very clear how Pardon, je n'ai pas très bien compris la question. Okay. Voilà, je peux présumer ça? Oui, et Brenda, vous pouvez aussi prendre la parole si vous voulez clarifier. Oui, cela m'aiderait, Brenda. Oui, bonjour. Nous travaillons avec certaines institutions. C'est une institution externe qui ne fait pas partie de notre organisation. Yeah,
Ah, Well, OK. I think in this case, that Dans ce cas-là, means either the approach is not aligned peut-être with c'est your l'approche external partner and you're trying to do qui n'est pas something with it. alignée, l'approche du partenaire I externe n'est think pas alignée. people have a good understanding about Si the on a bien outcomes they're compris trying to achieve, les like résultats que nous if visons, there can les be résultats que nous voulons réaliser, the approach. cela ouvre la So discussion in sur some l'approche. cases, it's true that just Dans certains capacity cas, development by oui, itself may not lead le développement, to le achieving renforcement des the outcome capacités that en we soi want ne to va pas achieve. contribuer à la réalisation Sometimes d'un objectif resources donné. or financial Oui, support may be parfois, les required ressources for et le these soutien challenges. financier sont nécessaires pour réaliser ces It's objectifs, fair to say mais your program, for example, in the case si of votre Brenda, programme, dans ce cas-ci, le programme de Brenda, approach is really get at si capacity development. votre approche vise le renforcement des capacités et vous n'avez pas un appui financier additionnel à donner à cette organisation partenaire, mais vous pensez que cet appui ou le partenaire pense que tout ça est nécessaire pour réaliser l'objectif, c'est à ce moment-là qu'il faut passer à la collaboration. Donc, pensez aux autres partenaires qui travaillent sur le même résultat. Ou est-ce qu'il y a d'autres sources, d'autres ressources auxquelles vous pouvez vous tourner pour fournir ces ressources? Je vous donne cet exemple parce que nous avons eu un cas semblable au sein de mon activité où nous avons travaillé avec des structures communautaires, des communautés d'action de résilience qui, et nous voulions créer, renforcer la capacité de ces communautés de répondre aux besoins des communautés, de les prioriser et de faire le plaidoyer pour des ressources additionnelles. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup des communautés avaient une très longue liste de besoins qu'elles ont priorisés et puis ils sont allés auprès du gouvernement pour inclure ces besoins dans le budget, mais à cause des limitations, le budget n'a pas pu le faire, n'a pas pu intégrer la plupart des priorités urgentes. Donc, nous avons changé d'approche pour identifier d'autres partenaires. Quels sont les liens que nous pouvons créer pour aider ces communautés à accéder à d'autres ressources financières? Donc, ce n'est pas forcément la responsabilité d'autres programmes de le faire, mais c'est notre responsabilité, je pense, de trouver d'autres acteurs qui peuvent contribuer à la réalisation d'une cible donnée si les ressources sont ce qui est nécessaire. Donc oui, la collaboration est primordiale. Merci beaucoup. Merci Florence. Brenda vient de mettre dans la boîte de discussion. Vos conseils m'aident beaucoup. Donc, merci beaucoup. Une autre question. Est-ce que vous pouvez partager encore une fois le lien LinkedIn sur les apprentissages? Oui, on va le faire. Quelqu'un va le faire. Merci beaucoup. J'aimerais revenir, tout d'abord, je vous encourage à mettre vos questions pour nos deux intervenantes dans la boîte à discussion, mais je voulais revenir à un fil qui passe par les commentaires d'Erin et de Florence sur l'importance du leadership, et pas seulement pour la création ou le renforcement de la sécurité psychologique qui est nécessaire pour une culture d'apprentissage, mais aussi les actions symboliques que les leaders peuvent entreprendre. Et voilà, quand on nous a parlé des lundis d'apprentissage, Learning Mondays, voilà, le lundi, on se sent pressé, on a beaucoup de travail à faire, mais de faire de l'apprentissage une priorité le lundi, cela envoie un message très, très puissant. Donc, Cara, Florence, est-ce qu'il y a une ou deux choses que vous conseillerez aux leaders des programmes qu'ils peuvent faire pour envoyer un tel message fort? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ou qu'est-ce que vous avez vu les leaders faire dans vos programmes, des actions qu'ils ont entreprises qui ont eu un impact immédiat? Oui, si je peux commencer, c'est l'engagement initial de ces leaders qui est critique. Et c'est le fait qu'ils montrent l'enthousiasme, qu'ils participent de façon intentionnelle, qu'ils démontrent le soin. Et aussi, les leaders impliqués parlent de l'apprentissage, partagent
les preuves dans les réunions clés, pas seulement avec les bailleurs de fonds, mais aussi avec les partenaires externes. Nous participons à une grappe de sécurité alimentaire dans le sud de Madagascar. Nous avons commencé à partager nos données de résilience mensuelles que nous développons avec l'Université de Cornell, avec WFP, avec d'autres acteurs dans la grappe, et tout le monde était ébloui par ces données. On nous a dit, ah oui, ces données sont valables pour tous les participants dans toutes les régions qui passent par une crise alimentaire. Parfois, on nous dit, ah, nous ne pouvons pas partager cela. Mais pourquoi pas? Si nous avons les informations, si nous avons collaboré avec les partenaires, pourquoi pas ne partager ces informations? Et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'on peut partager les données. On peut organiser les événements sur le partage et le développement des données avec les partenaires de recherche, les partenaires de mise en œuvre, où tout le monde peut se rassembler. Et quand les leaders participent à de tels événements, cela montre que nous vivons, nous respirons l'apprentissage et la gestion des connaissances. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons parce qu'il faut le faire, c'est quelque chose que nous faisons parce que cela va améliorer la vie des gens dans le sud de Madagascar. C'est ça l'objectif. Et nous faisons cela pour les bonnes raisons, pour les mêmes raisons. Et c'est ça qui peut être très puissant. Et on peut voir d'autres organisations qui se disent, ah, vous partagez ces données? Mais oui! Et parfois, les gens pensent que les données, parce que les données sont propriétaires, cela empêche le partage, mais il ne faut pas empêcher le partage. L'apprentissage est pour tout le monde. Et si on partage les données, ça peut donner l'exemple pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. Florence, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai un très bon exemple de quelque chose qui a marché pour beaucoup d'équipes. Et puis, j'ai un avis peut-être impopulaire sur le leadership et l'apprentissage, mais quelque chose que nous pouvons faire. Donc, la première partie, il nous faut des leaders qui font la promotion eux-mêmes de la génération, le résumé, la traduction des preuves. Nous avons besoin des leaders qui s'engagent avec les équipes, avec les parties prenantes sur les apprentissages. Une chose qui a changé la donne pour notre activité, c'était l'allocation des ressources par les leaders pour promouvoir le CLA au sein du programme. Nous avons embauché des membres du personnel. Nous avons créé des temps dédiés à l'apprentissage. Nous avons organisé des réunions fréquentes où c'était des leaders qui ont assisté, qui ont posé des questions. Ça, c'est très important. L'autre côté de tout cela, c'est que quand on commence à créer une culture d'apprentissage au début, beaucoup de gens pensent que c'est soit le chef de parti ou soit le directeur qui va dire, OK, nous allons tous collaborer avec le responsable CLA sur ce projet très important. Mais parfois, il faut travailler directement d'abord avec les leaders pour que eux, ils aient compris ce que c'est l'apprentissage, ce que cela va exiger. Parce que nous avons des gens qui nous disent, ah oui, allez, c'est bon. Mais quand on commence une discussion autour de, voilà, il nous faut plus de ressources pour régler tous ces problèmes, nous pouvons faire des observations, mais il faut maintenant faire une évaluation où il faut rééquilibrer le budget, où il faut négocier avec le bailleur de fonds pour réaménager la théorie du changement en fonction de nos observations, où il faut revoir une certaine structure parce qu'aujourd'hui, il y a les manquements où il faut revoir le système de rapport. À ce moment-là, les gens ne sont pas prêts à entamer ce pas. Les gens ne sont pas prêts ou ne savent pas ce que cela veut dire l'apprentissage et l'adaptation. Donc, oui, c'est bon d'avoir un leader qui vous soutient, mais il faut aussi que les leaders comprennent ce que
l'apprentissage veut dire et ce que cela va exiger au sein du programme. C'est seulement comme cela que les leaders deviennent des champions de l'apprentissage, même pendant des moments difficiles. Merci beaucoup pour cette réponse parfaite. Florence, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre temps ensemble, donc je vais redonner la parole à Jenny. Et un grand merci à vous les deux, à vous Florence, à vous Cara, d'avoir partagé votre expérience, votre expertise et d'avoir partagé ces petits bijoux sur comment nous pouvons aider nos leaders à devenir les leaders dont nous avons besoin pour faciliter un apprentissage, une adaptation en continu. Une des leçons que moi j'ai tirées de cette séance, c'est l'importance de la simplicité. Vous avez tous les deux insisté sur la simplification et la simplicité. Cela dit, Jenny, à vous. Voilà. Ah, pardon, j'avais du mal à trouver mon bouton micro. Voilà. Voilà. Merci, merci à toutes et à tous. Cette réunion s'est écoulée très, très rapidement. Merci pour cette conversation fantastique. J'aimerais encore une fois remercier nos deux intervenantes et aussi le public, les participants pour votre engagement. Merci d'avoir partagé de très bons exemples venant de votre propre expérience. Et en fermant la séance, Bella va mettre dans la boîte à discussion un lien pour un sondage d'évaluation. S'il vous plaît, cliquez sur ce lien et répondez à cette évaluation. J'ai aussi quelques annonces à partager avec vous. Ces évaluations sont très importantes pour nous, pour alimenter nos réunions futures. Nous valorisons vos commentaires et vos retours. Donc, s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour partager vos commentaires avec nous. Je vais aussi vous envoyer un mail de suivi dans les jours à venir avec des liens pour des ressources supplémentaires pour appliquer ou mettre en œuvre des approches dont nous avons parlé aujourd'hui, surtout des approches de Cara et de Florence. Nous avons aussi reçu une question de Stéphanie sur des recommandations pour des idées inspirationnelles, ludiques que nous pouvons faire. On va faire une petite remue-ménage et on va partager ces ressources, ces recommandations avec vous. J'ai déjà mis un lien dans la boîte de discussion, mais on va penser à d'autres ressources. Notre prochaine réunion s'organisera en 2024. Désolé pour la longue pause, mais on revient en janvier 2024 ou peut-être début février. Nous n'avons pas déterminé la date. Je m'excuse pour la longue pause. Souvent en décembre, les gens se reposent et nous voulions permettre cela pour avoir des discussions plus intéressantes en 2024. Mais nous pensons avoir une réunion sur, nous voulons travailler avec Gaia, l'activité d'intégration du genre et de la jeunesse, sur leur collaboration avec les partenaires de mise en œuvre sur le renforcement des capacités pour les équipes du terrain de résilience et d'urgence, pour mieux utiliser les données qualitatives pour l'apprentissage, surtout autour de l'inclusion sociale et la résilience. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ces données et les transformer en changements concrets au sein d'un programme. Donc, nous allons travailler avec la Gaia pour organiser une séance sur l'inclusion sociale et la résilience. Si vous voulez rester en contact avec l'activité idéale pour améliorer votre culture d'apprentissage avant cette réunion, nous avons une autre opportunité en novembre pour les activités du BHA pour piloter une boîte à outils que nous développons. C'est une boîte à outils pour aider les partenaires de mise en œuvre à mieux analyser et adapter leur propre cycle d'apprentissage, leurs propres activités pour améliorer l'application des apprentissages et la gestion adaptative et aussi pour améliorer la culture d'apprentissage. Donc, si cela vous intéresse ou si vous voulez participer, vous pouvez me contacter moi-même ou aussi Nicole Helm. Vous avez nos mails dans la boîte à discussion. Et aussi, si vous voulez entendre directement plus d'informations sur ces opportunités, vous pouvez faire partie de notre listserv, notre journal électronique. Vous pouvez vous inscrire pour avoir des communications directes de notre part. Pas de pourriel, je vous promets. Encore une fois,
merci beaucoup d'avoir assisté à notre séance aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup votre engagement, votre présence et tout ce que vous avez partagé. Encore une fois, s'il vous plaît, remplissez l'évaluation et nous avons hâte de vous revoir la prochaine fois. Merci beaucoup.